Amis téléspectateurs de Mourchid TV, bonsoir. Nous sommes encore toujours très heureux de vous retrouver dans le cadre de votre émission Révision, qui aujourd'hui, dans le cadre un peu des synthèses, parce qu'en fin d'année, ce qui est souvent souhaité chez, en tout cas, les élèves, c'est une sorte donc de synthèse, de ramasser du programme en histoire. Nous avons essayé, en tout cas, d'abord en philosophie, ensuite en littérature. Aujourd'hui, nous sommes avec des collègues qui interviennent en histoire et géographie, pour un peu avec les élèves du lycée Maurice Delafosse, on peut réviser plus ou moins le programme en histoire, le programme en géographie et au-delà, les exercices littéraires qui sont réservés aux élèves pour l'épreuve, en tout cas d'histoire et de géographie, pour le bac, qui concerne un peu le bac 2017 aujourd'hui. Nous sommes encore heureux toujours de retrouver en tout cas des collègues et professeurs très volontaires, très disponibles, très engagés un peu dans en tout cas la cause noble de donner en tout cas à tous les élèves du Sénégal davantage d'orientation, davantage un peu de conseils et de recommandations pour qu'ils puissent maintenant réussir convenablement leur épreuve de fin d'année. Justement, c'est dans cet esprit que nous sommes là. Peut-être permettre à nos, en tout cas, vaillants professeurs et collègues et amis le soin de se présenter. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, ce qui est souhaité, en fait, vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. C'est les élèves aujourd'hui qui ont décidé eux-mêmes de prendre la parole et de faire des interventions par rapport aux compétences qui ont été déjà installées. C'est pour davantage rassurer les professeurs qui sont engagés depuis le mois d'octobre à leur livrer en tout cas des connaissances concernant donc les domaines, les disciplines d'histoire et de géographie. Si bien que donc aujourd'hui, les élèves vont davantage prendre la parole pour d'abord faire des contributions, peut-être même poser des questions, interpeller directement les professeurs sur des questions précises donc concernant des leçons qui méritent en tout cas d'être édifiées, d'être éclairées. Justement, M. Diallo, toujours un plaisir en tout cas de vous retrouver dans le cadre de notre émission Révision, où vous êtes vraiment un des partenaires les plus, en tout cas, distingués, justement. Nous sommes heureux de vous retrouver. Merci. Tout le plaisir est pour moi, M. Jack, de se retrouver en face de nos candidats, et également avec la télévision Mourchid TV, la chaîne des valeurs, pour ensemble réviser, n'est-ce pas, le programme depuis le mois d'octobre jusqu'ici. Donc, je suis là et nous sommes disponibles avec mon collègue Nioro. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes également en tout cas collaboration toujours depuis l'année dernière avec M. Thiam, que vous avez reconnu un peu lors de la dernière synthèse également du bac 2016, toujours en partenariat avec son homologue, son collègue également, M. Diallo. M. Thiam, c'est toujours un plaisir aussi de vous retrouver dans ces cadres de synthèse où il est question un peu de communion entre les élèves, où on va régler un peu les derniers détails concernant un peu les leçons, les compétences qui ont jusque-là été installées. Bonjour, je m'appelle Ousmane Nioro. Je suis professeur d'histoire et de géographie au lycée Kennedy. Le plaisir est partagé. Il est toujours bon à quelques jours du bac de revenir sur les grandes lignes du programme d'histoire et de géographie. Je sais que les élèves sont déjà prêts, mais il est toujours bon de revenir sur les grandes lignes pour rassurer davantage. Merci beaucoup. C'est dans cet esprit que nous sommes là, revenir sur les grandes lignes, et nous allons en fait donner la parole à nos vaillants candidats qui vont intervenir en posant des questions. Nous rappelons qu'il existe un peu 18 leçons, si je ne m'abuse, en histoire et 20 leçons en géographie. Il serait bien un peu, en tout cas, qu'on puisse revenir en grande partie sur chaque leçon, au moins c'est la question la plus essentielle. Et là, les élèves vont un peu réagir dans ce sens. Et les professeurs apporteront un peu les réponses quand même idoines, les réponses appropriées. Voilà donc, nous allons laisser la parole à nos candidats qui sont déjà bien édifiés et bien imprégnés des questions de géographie et d'histoire. Vous avez la parole, chers élèves. Je me nomme Mariam Aouaïdara, élève au lycée Mix Maurice Delafosse, en classe de terminale L2. Ma question concerne la leçon sur la guerre froide. Je voulais que le prof revienne sur les lignes de la résistance pacifique. Je me nomme Hadia Sissé, élève du lycée Mix Maurice Delafosse. Je suis en classe de L2. Ma question concerne la leçon
la première leçon d'histoire. Et j'aimerais savoir le déroulement du règlement de conflit entre les deux blocs. Bonjour, je me nomme Asma Ba, je suis élève en TL2 au lycée Mix Maurice de la Fosse. Et ma question est la suivante sur la Chine en 45, de 45 aux années 90. Bon, puisqu'on disait puisqu'on faisait référence à Mao, que Mao est un leader, alors que toutes ces tentatives qu'il a fait revenaient aux échecs, Mao ne devrait-il pas ne pas être un leader comme l'a été Deng Xiaoping, l'homme de continuité de la réforme? Bonjour, je me nomme Salimata Gaye, je suis élève au lycée Mix Maurice de la Fosse en classe de terminale. Je voudrais que le prof revienne sur la décolonisation en Indochine, plus précisément des nombreuses guerres qui sont intervenues pour la marche vers l'indépendance. Bonjour, je m'appelle Maguette Philomène, je suis en classe de TL2 au lycée Mixte Maurice de la Fosse. Je voulais savoir comment s'est passée exactement la décolonisation en Angola et au Guinée-Bissau. Bonjour, je m'appelle Ndiaga Sam, élève à lycée Mixte Maurice de la Fosse, en classe de terminale. Je voudrais savoir, par exemple, si on nous posait la question de comparer les fondements des modèles de décolonisation des métropoles françaises et anglaises, quels seraient les arguments à présenter pour mieux cerner notre sujet? Bien, nous allons essayer de répondre aux questions intéressantes posées par les élèves. J'ai commencé par la question de Khadija Sissé, puisqu'elle porte sur la leçon numéro 1. Elle a posé une question sur le déroulement sur le règlement du conflit. Évidemment, il s'agit de la Seconde Guerre, 39-45. Durant la guerre et après la guerre, il y a eu des rencontres qui ont été tenues pour préparer l'après-guerre. La Deuxième Guerre mondiale a éclaté 20 ans après la Première Guerre et c'était vraiment une catastrophe. Après la Première Guerre, la communauté internationale a mis en place la Société des Nations qui avait pour mission de maintenir une paix et d'éviter une autre guerre mondiale. Malheureusement, la Société des Nations a échoué. La Deuxième Guerre mondiale éclate. Elle est plus catastrophique en termes de dégâts, de victimes, etc., etc. Il fallait donc mettre en place des règles, des structures qui peuvent véritablement mettre en place une paix durable. Et donc, en pleine guerre, il y a eu des rencontres. En 1941, par exemple, il y a eu la rencontre qui a donné, je peux dire, le texte qui va aboutir à la création de l'ONU en 1945. La conférence de l'Atlantique. Roosevelt et Churchill se rencontrent. Alors qu'il n'était pas assuré que les Alliés allaient gagner la guerre. Nous sommes quand même en 1941. Ce qui va devenir l'ONU, le principe de base qui fonde l'ONU est retenu dès cette rencontre de 1941, c'est-à-dire, c'est comment encore la formule, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. D'autres rencontres se sont tenues durant la guerre. Il y a eu la conférence de Moscou, la conférence de Téhéran, la conférence de Yalta, la conférence de Potsdam, c'est juste après la guerre. Alors, évidemment, vous avez retenu ces conférences, il faut retenir les dates et il faut retenir les décisions qui ont été prises. Je pense que l'objectif, quelle que soit l'évaluation qu'on va vous donner,
c'est de s'assurer que les élèves ont retenu les conférences les plus importantes. Il y a énormément eu de conférences. Il y a Dumbarton Oaks, donc la conférence de San Francisco. On ne vous demande pas de retenir tout, mais au moins de retenir les conférences les plus importantes. Téhéran, Yalta, c'est fondamental. Potsdam, c'est fondamental. Bretton Woods, c'est fondamental parce que c'est Bretton Woods qui va mettre en place ce qu'on appelle les institutions qui vont régler la vie économique. Le FMI et la Banque mondiale. Donc, pour faire court, le règlement des conflits, ce sont ces rencontres-là qui sont tenues et ce sont ces décisions qui concernent le plan militaire. Généralement, c'était pour gagner la guerre. Par exemple, ouvrir un second front après le front de l'Est, où l'URSS libère les pays de l'Est et va vers l'Allemagne. Les Alliés ont ouvert un front à l'Ouest. C'est ce front qui va partir de l'Afrique du Nord, qui va libérer l'Italie, qui va entrer en France par le débarquement de Normandie et qui va vers l'Allemagne. Donc il y a des décisions sur le plan militaire. Il y a des décisions sur le plan politique. Par exemple, à Yalta, il était dit, on doit organiser des élections libres et démocratiques dans tous les pays libérés. Ça, c'est une décision de Yalta. Il y a des décisions sur le plan économique. J'ai parlé de la mise en place du FMI, de la Banque mondiale à Bretton Woods. Que le dollar sera une monnaie de référence, ça sur le plan économique. Évidemment, la création de l'ONU. Durant toutes ces rencontres d'avant-guerre, on a préparé la mise en place d'une institution internationale qui va remplacer la SDN et qui pourra véritablement maintenir la paix. Et le plus qu'a eu l'ONU par rapport à la SDN, c'est que l'ONU a la capacité de mettre en place une force armée et d'intervenir si la paix mondiale est menacée. Donc les fameux casques bleus. La SDN n'avait pas ces prérogatives. Donc sur tous les plans, il y a eu des décisions qui ont été prises pour mettre en place un monde avec une paix qui est durable. Nous sommes en 2017 parce que l'histoire aussi, quand vous étudiez l'histoire, c'est un peu pour comprendre le présent, sinon l'histoire n'a aucun sens. Et très souvent, il est important dans vos copies, que ce soit une dissertation ou bien un commentaire, de pouvoir faire le lien entre le passé que nous avons étudié et le présent. Certainement, ça va faire un plus dans votre copie par rapport à la majeure partie des copies parce que les élèves se limitent au passé. Aujourd'hui donc, on peut dire que les règles, les décisions qui ont été prises durant ces différentes conférences ont donné globalement de bons résultats. Parce que depuis lors, on touche du bois, nous n'avons pas eu une autre catastrophe. On peut critiquer l'ONU sur beaucoup de plans, mais quand même, sur le plan du maintien de la paix, l'ONU a donné d'assez bons résultats. Donc, par rapport à cette question, voilà les quelques éléments que je voulais apporter. Il y a une question qui porte sur la Chine. Est-ce que Mao est un leader ou pas? L'élève a raison, je pense que c'est Astou. Asma. Asma a parfaitement raison quand elle dit que les différentes politiques de Mao ont globalement échoué. Je ne vais pas revenir sur les différentes politiques, vous les savez. Sur le plan économique, les grandes réformes prises par Mao ont échoué. Grand bond en avant, etc., etc. Mais Mao reste un leader, un grand leader de la Chine et du monde. C'est Mao qui a été à la base de la nation chinoise,
qui est en train de dominer le monde. Donc la construction de l'État, c'est pas on peut échouer économiquement, mais on peut réussir sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique. La scolarisation universelle, c'est avec Mao. La réforme agraire, c'est avec Mao. Donc, Mao a eu beaucoup de succès. Le maoïsme a parcouru le monde, l'Europe, l'Afrique. Donc, Mao a eu beaucoup de succès. En partie, Deng Xiaoping a récolté des résultats obtenus par Mao. Mais sur le plan économique quand même, Deng Xiaoping est le grand leader avec ses réformes commencées à partir de 1978, les 4 modernisations. Modernisation de l'agriculture, modernisation de l'industrie, modernisation des sciences et des techniques, modernisation de l'armée. N'est-ce pas? Mais sur le plan politique, Deng Xiaoping a continué l'œuvre de Mao. La fameuse 5e modernisation, c'est-à-dire démocratisation. Pour vous dire que, en partie, Deng Xiaoping a continué l'œuvre de Mao. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Une autre question porte sur la décolonisation en Angola et en Guinée-Bissau. Cette décolonisation, elle est tardive par rapport aux autres décolonisations que nous avons étudiées en Asie, les décolonisations dans les ex-colonies françaises. Là, d'abord, il faut comprendre le rôle joué par la métropole, le pays colonisateur, c'est-à-dire le Portugal. Alors que dans les années, au lendemain de la Seconde Guerre et dans les années 50, il y a eu un grand mouvement de décolonisation dans le monde, une grande agitation nationaliste qui a donné de bons résultats dans beaucoup de pays dans les années 50 et dans les années 60. Beaucoup de peuples qui étaient sous le joug colonial ont obtenu leur indépendance. Le Portugal, parce que dirigé par un régime raciste, fasciste, dirigé par Salazar, s'est entêté à accorder la moindre liberté à ces peuples colonisés. Donc nous avons le cas de la Guinée-Bissau, nous avons le cas du Cap-Vert, nous avons le cas de l'Angola, nous avons le cas du Mozambique. Mais pour notre programme, il s'agit particulièrement du Cap-Vert, de la Guinée-Bissau et de l'Angola. Alors finalement, évidemment, il faut comprendre aussi par exemple la loi de 1933 mise en place par le Portugal dans ses colonies, qui reconnaissait des civilisés et des non-civilisés. Un régime de l'indigénat très contraignant pour les populations colonisées, qui n'avaient pratiquement pas le droit, n'avaient même pas le droit de détenir un titre foncier. Et donc le Portugal dirigé par Salazar, a refusé toute idée d'indépendance. Donc la seule option qui restait pour les nationalistes dans ces pays, c'était de prendre les armes. C'était de prendre les armes. Et c'est pourquoi dans tous ces pays, nous avons une décolonisation qui est violente. Le rôle joué par ces nationalistes, par Amical Cabral, si on prend l'exemple qui est le plus proche, aidé par les pays voisins, aidé par le Sénégal, même si c'était c'était pas officiel évidemment, aidé par la Guinée de Sékou Touré. Cette aide-là, elle était beaucoup plus ouverte, parce qu'avec l'indépendance de la Guinée-Conakry en 1958, activement, la Guinée de Sékou Touré a aidé les nationalistes de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, parce que c'était un seul mouvement, le PAIGC, Parti africain de l'indépendance du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau. Sékou Touré a accueilli des bases d'entraînement du PAIGC. C'est à partir de la Guinée-Conakry qu'ils se sont entraînés, qu'ils ont même créé une école des cadres
et ils ont commencé à occuper des terres en Guinée-Bissau, ce qu'on a appelé les zones libérées, où on mettait en place une administration, un embryon d'administration, où on mettait en place des écoles, des hôpitaux, et au fur et à mesure, ils ont pu prendre des zones jusqu'à la libération. Ce n'était pas quand même une victoire militaire des nationalistes sur le Portugal, mais c'est la révolution des œillets en 1974 où une partie de l'armée portugaise a renversé le régime de Salazar qui a précipité le mouvement de décolonisation dans ces pays que nous avons cités. Parce que les dirigeants du putsch qui a renversé le régime de Salazar avaient un mot d'ordre. Le mot d'ordre, c'était quoi? Démocratie au Portugal et décolonisation en Afrique noire. Et dès le renversement de la dictature au Portugal, des négociations sérieuses ont été ouvertes. Et ces négociations ont donné les indépendances au Cap-Vert, en Guinée-Bissau, en Angola en 1975. Malheureusement pour l'Angola, l'indépendance a été immédiatement suivie d'une guerre civile qui a duré une vingtaine d'années, pratiquement jusqu'en 2002, où on a eu véritablement un accord de paix dans ces pays-là. Certainement, M. Diallo va compléter. Une autre question à porter sur la décolonisation en Indochine. Sur la décolonisation en Indochine, l'Indochine, bon, peut-être le Cap, évidemment, l'Indochine était une fédération colonisée par la France, parce que la France avait l'habitude de mettre en place des fédérations, comme l'AOF, comme l'AF. Elle avait fait la même chose en Indochine. Alors, et là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment donné, le Japon a annexé le Vietnam. La politique agressive menée par l'Allemagne d'Hitler en Europe, c'est ce que faisaient exactement les généraux qui dirigeaient le Japon. Donc le Japon a occupé par exemple la Mandchourie en Chine, a occupé la Corée, a occupé le Vietnam. Et lorsque le Japon occupe, au moment où le Japon occupe le Vietnam, durant la guerre, évidemment, l'administration française est éliminée, mais quand même les Japonais maintiennent l'administration de Vichy. C'est-à-dire cette administration française qui a collaboré avec l'occupant allemand, le régime de Vichy, dirigé par le général Pétain, qui était le président de la France à l'époque. Mais dès la libération de la France, lorsque les Alliés ont libéré la France, évidemment les Japonais qui étaient encore au Vietnam ont éliminé l'administration française qui était désormais dirigée par De Gaulle. Et donc les nationalistes indochinois qui ont mis en place le Parti communiste indochinois dès le début des années 30-31 ont considéré que le seul occupant désormais c'est le Japon. Et dès la capitulation du Japon en 1945, après les 2 bombes atomiques, au mois d'août, le 2 septembre 1945, le Japon capitule. Les nationalistes vietnamiens, indochinois dirigés par Ho Chi Minh considèrent que le Vietnam est indépendant ce jour-là. Parce ils savent que les Français vont chercher à revenir. Évidemment, les Français ont cherché à revenir. Et pratiquement la guerre de libération nationale commence en 1946. N'est-ce pas? Dès 1946, la guerre de libération nationale commence. Donc, qui oppose l'armée française qui veut revenir en Indochine et les nationalistes communistes. Cette guerre va durer de 1946 à 1954 avec la défaite à Dien Bien Phu. N'est-ce pas? Donc, voilà un peu les grandes lignes pour ne pas monopoliser la parole. Je pense que ce sont ces questions-là qui ont été posées.
Je ne sais pas si je continue ou bien je laisse M. Diallo. Il y a une question sur la coexistence pacifique, il y a une question sur la comparaison entre le modèle anglais et le modèle français de décolonisation. Bon, rapidement, pour la coexistence pacifique, d'abord, il faut comprendre le contexte de la coexistence pacifique. En 1953, il y a un changement en URSS. Décès de Staline remplacé par Khrouchtchev. N'est-ce pas? Il adopte une nouvelle ligne qui commence officiellement en 1956, la coexistence pacifique. Khrouchtchev propose au camp occidental et particulièrement aux Américains, ok, nous ne sommes pas des amis, mais quand même, nous pouvons régler les questions les plus importantes par la voie de la négociation et non pas par la voie des armes. Donc voilà, on peut coexister pacifiquement. Même si nous restons socialistes dans le camp de l'Est, vous restez capitalistes dans le camp de l'Ouest. Donc voilà un peu, d'une manière générale, ce que propose Khrouchtchev. Évidemment, même au sein du Parti communiste soviétique, il y a des dirigeants qui ne sont pas d'accord avec Khrouchtchev. Mao n'est pas d'accord avec Khrouchtchev. D'ailleurs, une des raisons qui va entraîner la rupture entre le modèle chinois et le modèle soviétique, c'est cet élément-là, la coexistence pacifique. Parce que Mao était pour la ligne dure avec les Américains. Bon, il y a d'autres raisons qui sont économiques. N'est-ce pas? Alors, donc cette coexistence est plus ou moins acceptée par les Américains. Elle est plus ou moins acceptée par les Américains. Donc, nous avons eu une période globalement de baisse de tension à partir de ce moment-là. Par exemple, c'est la coexistence pacifique en 1956 qui va éviter l'embrasement de la crise de Suez lorsque Nasser, Gamal Abdel Nasser, qui dirige l'Égypte, a nationalisé le canal de Suez. Il y a eu une intervention anglo-franco-israélienne pour reprendre le contrôle du canal. Et reprendre la compagnie qui gère le canal. Évidemment, c'est un canal qui donne beaucoup d'argent parce que l'essentiel du commerce mondial passe par le canal de Suez, qui est un peu à la frontière entre l'Afrique, l'Europe et l'Asie. Et si on sait que cette région du Golfe arabique, c'est la région où sort l'essentiel du pétrole du monde. Donc, contrôler le canal, c'est contrôler un peu le commerce mondial. Donc, c'était un enjeu majeur. Mais puisque nous sommes dans un contexte évidemment que l'URSS a menacé les troupes anglaises et françaises pour défendre son ami égyptien, parce que Nasser est un socialiste, était dans le camp de l'Est. Donc, logiquement, l'Amérique devait soutenir les Français et les Anglais et les Israéliens dans cette affaire-là. Mais, à la faveur de ce contexte de coexistence pacifique, les Américains n'ont pas soutenu les alliés du camp de l'Ouest, français, anglais et israéliens, mais ils ont demandé plutôt aux Anglais, aux alliés de ne pas de donner ce canal-là, parce que quand même, c'est de la colonisation, c'est les résultats de la colonisation. Donc voilà un résultat de la coexistence pacifique. Mais après, on va voir que la coexistence pacifique a eu quand même des limites. La coexistence pacifique ne veut pas dire la fin de la guerre froide. Après, il y a eu d'autres crises. La deuxième crise de Berlin en 1961. Voilà, très bien. Vous êtes vraiment prêts. Vous êtes prêts. Alors, je termine sur la comparaison. On essaie de comparer le modèle. Ce qu'il faut éviter quand on vous demande de faire une comparaison, là, on touche un peu à la méthodologie. C'est de dire, première partie, le modèle anglais, deuxième partie, le modèle français. Si le prof est vraiment gentil, il est vraiment gentil, il vous donne 6. Parce que vous n'avez pas fait une comparaison. Si on vous demande de faire une comparaison, vous pouvez faire, par exemple, première partie, les ressemblances entre les modèles, et deuxième partie, les dissemblances.
Ça, vous faites une comparaison. Ou bien vous prenez aspect par aspect. Par exemple, vous parlez du modèle, hein, des modèles de décolonisation. Vous pouvez prendre un aspect. Quel aspect je vais prendre? Par exemple, l'attitude du colonisateur. Je parle de l'attitude, ou bien des différentes attitudes prises par l'Angleterre dans ses différentes colonies et les attitudes de la France dans ses différentes colonies. Donc je parle des deux modèles. Je prends un autre aspect. Le contexte de décolonisation. Je parle des contextes de décolonisation en Inde. En Inde, là, je suis dans la colonisation anglaise. Gold Coast, je suis dans la colonisation anglaise. Et je prends qu'est-ce que je parle de quoi? Du contexte. Du contexte de décolonisation en Indochine, au Sénégal, en Algérie. Là, je suis dans la décolonisation française. Et je prends un autre aspect. Si vous faites ça, vous avez fait une comparaison. Est-ce que je me fais comprendre? N'est-ce pas? Quand vous devez comparer A et B, vous parlez de A et B. Vous prenez un aspect que vous avez à A et en B, vous traitez cet aspect-là, vous passez à un aspect numéro 2, vous parlez de A et de B. Vous allez à un aspect numéro 3, vous parlez de A et de B. Si vous avez fait ça, vous avez fait une comparaison. Mais ne faites jamais première partie A, vous dites tout ce que vous savez de A, deuxième partie B, vous dites tout ce que vous savez de B, vous n'avez pas fait une comparaison. Donc voilà à peu près les quelques éléments que je voulais apporter. Je m'excuse de la longueur de l'intervention. Je donne la parole à... Je me permets de donner la parole à M. Diallo. Merci de votre attention. Je pense qu'il a tout dit. Hein? Et comme dit l'adage, tout a été dit et l'on vient trop tard. Mais quand même, puisque la répétition elle est pédagogique, je me permets également de répéter un peu mon collègue. Alors, c'est très intéressant, avant d'entrer dans la réponse des questions, de rappeler quelques éléments qui me semblent être très intéressants quand on fait une synthèse, surtout pour des élèves qui vont faire le baccalauréat. Le plus souvent, les élèves sont stressés. Vous savez, le stress, tout comme l'énervement, c'est l'arme d'un faible. Et le plus souvent, quand vous êtes stressé et que vous êtes énervé aussi, vous perdez 50% de vos capacités. Donc, ce qui est proposé ici, c'est d'être calme, d'être équilibré, d'avoir la tête sur les épaules. Et en face, parce qu'on ne vous donnera pas ce que vous n'avez pas fait en classe. De toutes les façons, les épreuves que vous aurez, ce sera ce qu'on appelle basé sur des leçons qu'on a fait déjà en classe. Donc, un élève qui est assidu, lui-même, il peut être en mesure de répondre correctement aux questions pourvues que l'élève maîtrise les techniques de dissertation et de commentaire. Et ça, c'est très important. Le second aspect, c'est que le baccalauréat maintenant a changé dans la formulation. Il s'agit de bac de compétences. Alors, quand on parle de bac de compétences, ce qui est recherché chez vous, ce sont vos capacités et vos aptitudes à faire face à des épreuves. De réfléchir et non de restituer. Même s'il arrive, par exemple, dans le cadre d'un commentaire, surtout géographie, qu'il y ait une question qui fait appel à des connaissances antérieures liées à vos cours, à vos recherches, etc., qui renvoie un peu à une restitution, mais le plus souvent, ce sont ce qu'on appelle des réponses axées sur une réflexion vive. Donc là aussi, il faut que l'élève soit calme, posé, et véritablement pour arriver à décrocher son baccalauréat. Alors, je m'en vais directement sur la question liée, rapidement, parce que mon camarade a presque tout dit, hein, à la question de la Deuxième Guerre mondiale, le déroulement du conflit. Vous voyez que la Seconde Guerre mondiale a été la plus grande conflagration que l'humanité ait jamais connue. Là, nous savons ça. Parce que regardez, quand on fait l'histoire des guerres, on voit que les guerres ont été catastrophiques. Mais celle de la Seconde Guerre mondiale, elle a été véritablement une conflagration, parce que quand je parle de conflagration, c'est par rapport à l'ordonnancement textuel des mots. Donc, conflagration plus grave, de par l'ampleur des dégâts, mais aussi de par les armes qui ont été utilisées, et ce qui a véritablement entraîné un choc psychologique. Alors, c'est dans ce cadre-là que le camp des Alliés qui s'opposait à l'axe du mal, symbolisé par l'Allemagne, le Japon, l'Italie et leurs souteneurs,
que les Alliés, à un certain moment du conflit, se sont posé la question comment faire pour gagner la guerre, mais aussi comment faire pour régler le conflit, comment faire pour garantir la paix une fois le conflit terminé. Ce qui est à l'origine des 4 conférences que nous avions déjà évoquées ici. Mais ce qui me paraît important, c'est le tribunal de Nuremberg, le procès de Nuremberg. Parce que déjà, mon camarade en a parlé des conférences de Yalta, Téhéran, Potsdam, Paris, etc. Le tribunal de Nuremberg, c'était un tribunal interallié destiné à juger les coupables de la guerre et les exactions dans la guerre, parce que la guerre, oui, mais la guerre également a des conventions qu'il faut respecter. Et c'est dans ce cadre que le camp des Alliés, mettant sur place ce qu'on appelle le tribunal de Nuremberg, a eu au moins le mérite d'avoir prononcé au moins des 4 chefs d'accusation, mais aussi ce qu'on appelle des condamnations. N'oubliez pas ce qu'on appelle la résolution des 4 D. Dénazification, démilitarisation, décartélisation et démembrement. Oui. Alors, dans ce cadre-là, l'Allemagne sera imposée, on va imposer ce qu'on appelle de lourdes sanctions à l'Allemagne. Et c'est là où Roosevelt, Churchill, mais surtout Roosevelt, qui déjà préconisait ce qu'on appelle la mise sur pied d'un système général de sécurité qui va aboutir à la création des Nations Unies, qui va suppléer à ce qu'on appelle l'échec de la SDN. Donc là, c'est simple dans ce processus de règlement du conflit. Et cela me permet de rebondir directement sur les limites ou les avatars de la guerre froide. Parce que la guerre froide, comme nous le savions de nous tous, c'est une guerre idéologique qui va opposer l'Est et l'Ouest dans tous les domaines, politique, économique, militaire, etc. Mais si la guerre froide a connu ses origines à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'en 1947 véritablement, parce qu'à partir de 1947, on verra qu'il y aura ce qu'on appelle la formation des 2 blocs. Nous allons voir que cette guerre froide va mobiliser beaucoup de moyens financiers, militaires, logistiques, etc. Et va même, quelque part, a même failli entraîner l'éclatement d'une 3e guerre mondiale, qui devrait être catastrophique pour l'humanité. Il est arrivé à un moment où les 2 blocs seront complètement essoufflés à bout de course. Essoufflés parce qu'ils ont tellement mis de moyens financiers dans la guerre, fatigués parce que c'est également la mobilisation des hommes, fatigués parce qu'il fallait chercher ce qu'on appelle des soutiens inconditionnels gauche à droite. Eh bien, il est arrivé au moment, c'était 1953. Ce sera le départ de la coexistence pacifique, même si la réalité, c'est 1956. 53, parce qu'on a le changement d'hommes et de politique à la tête des 2 superpuissances. Alors, Truman perd le pouvoir, ce sera Eisenhower qui arrive à la tête des États-Unis. Changement d'homme à la tête des 2 superpuissances. Date deuxième, parce que dans le camp de l'Est, on verra que Staline va rendre l'âme et sera remplacé par Nikita Khrouchtchev. Donc on a le changement d'homme et de politique à la tête des 2 superpuissances. Pourquoi politique? Parce que Eisenhower va se débarrasser de l'entourage du président Truman constitué par des clans anticommunistes. Tandis que Nikita Khrouchtchev également va se débarrasser de certains militaires comme Molotov, qui étaient ce qu'on appelle des gens réfractaires à la logique de coexistence pacifique. Donc, changement d'homme et de politique à la tête des 2 superpuissances. L'équilibre de la terreur, parce que les 2 superpuissances avaient une égalité par rapport à l'armement. Puis ce sera l'émergence du tiers-monde à la conférence de Bandung. Ça veut dire, jusqu'ici, il y avait que le monde est divisé en 2 seulement, 2 blocs. Mais à partir de 1955, lors de la conférence de Bandung, un 3e pôle verra le jour. Pour dire non, attention, le monde ne peut pas être entre les mains de ces 2 superpuissances, États-Unis et URSS. Nous aussi, on a ce qu'on appelle notre mot à dire. Ils vont se faire valoir en mettant sur pied le camp des non-alignés. Ils ne sont ni communistes, ni capitalistes. Ce qui les intéresse, c'est la paix dans le monde et par conséquent, arriver à régler le conflit. Donc, 3e élément. Et le 4e élément, ce sera la frustration des 2 blocs. Et c'est là ce qui me permettra d'aller dans les limites de la coexistence pacifique. Parce que les 2 blocs qui étaient jusqu'ici très bien formés
on va essayer à une sorte de désagrégation de ces deux blocs. Parce que dans le camp communiste, Mao va rejeter ce qu'on appelle la coexistence pacifique. Il va rejeter parce que lui, il n'était pas d'accord, c'était dans l'aile dure soviétique. Et puis, Mao va même menacer l'URSS de s'allier avec ses ennemis. Donc, on va essayer à ce qu'on appelle le schisme chino-soviétique. Tandis que dans l'autre camp, on va assister à la contestation du leadership américain par la France du général de Gaulle. De Gaulle n'a jamais gobé les États-Unis. Et d'ailleurs, surtout avec la logique de gestion et de ce qu'on appelle de mainmise des États-Unis sur la gestion de l'ONU. Donc, la France commence également à contester le leadership américain. Ce qui fait que ces deux éléments constituent ce qu'on appelle les fondements par excellence des limites de la guerre froide, même si il y aura des crises qui vont éclater, comme vous l'avez si bien dit. Donc ça veut dire que la leçon elle est bien apprise. Hein? La deuxième crise de Berlin, ainsi de suite. Alors, Mao peut-il être considéré comme un leader? Rapidement. Là, il faut s'entendre sur qu'est-ce que leader, qu'est-ce qu'un leader, qu'est-ce que le leadership. Ah oui. Si on s'entend sur ces deux expressions, facilement on comprend que Mao a été un grand leader. Vous savez, dans les écoles de stratégie, en dehors de ces deux référentiels, Sun Tzu, l'art de la guerre, Clausewitz, Sun Tzu de la guerre et Clausewitz, les deux. Si dans les écoles de stratégie, on vous apprend pour faire de la stratégie, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, ah oui, Mao Zedong, pour vous dire le caractère ô combien important de ces leaders, n'est-ce pas, du XXe siècle, qui jusqu'à aujourd'hui on apprend, n'est-ce pas, sa stratégie dans les écoles de guerre ou bien dans les écoles de stratégie. Parce que le leadership n'est rien d'autre qu'un leader qui a une vision. Et la capacité de ce leader à faire en sorte que sa vision puisse être appropriée, s'approprier de la vision de ce leader, pour en faire œuvre sienne et ensemble aller vers ce qu'on appelle l'atteinte des objectifs. C'est ça le leader. Si tel est le cas, Mao est un leader. Tout n'est pas rose dans l'actif de Mao. Ah oui, il y a eu des morts dans sa politique. Il y a eu des remises en question des plans. Mais il a réussi quand même, il ne faut pas oublier ça. La planification quinquennale. C'est Mao, non? Il a réussi. En fait, quand on parle de grand bond en avant, c'est parce que la situation du monde rural était en difficulté. Pour y remédier, en bon stratège, il a mis sur pied le grand bond en avant. La stratégie de Mao avec la GRCP, la grande révolution culturelle et prolétarienne, si ce n'était pas un leader, il ne pourrait pas mettre sur pied la GRCP. Parce que c'est de la GRCP que Mao va reprendre le pouvoir, n'est-ce pas, après, comment on appelle la droite. Donc vous voyez que Mao, c'est un grand leader. Et c'est ce qui fait qu'en Chine, jusqu'à présent, même si les Chinois aillent dans le sens de co-intégrer certaines politiques économiques et sociales, la pensée de Mao reste toujours d'actualité en Chine. Et en Chine, regardez, toujours vous avez les statues de Mao partout. Le livre rouge, toujours, n'est-ce pas, d'actualité chez les Chinois. Donc ce qui fait que Mao, c'est un leader incontestable et incontesté pour ce qu'on appelle les Chinois. Donc, je pense que l'Angola, c'est bien, il a dit. La comparaison également, elle est bonne. Donc, voici quelques éléments d'éclaircissement que je voulais amener. Merci si vous avez d'autres questions. C'est bien, donc ils ont été très synthétiques dans la façon de répondre. Voilà, je ne sais pas si il y a encore des questions sur l'histoire, parce que nous avons également une partie de la géographie également. Mais poser 5 questions peut-être concernant l'histoire. Et ensuite, nous allons attaquer un peu les questions sur la géographie. Bonjour, je m'appelle Ndebousso Diouf. Je suis élève en classe de terminale ici au lycée Mixte Maurice Delafosse. Je voudrais savoir les fondements du rapprochement entre les États-Unis et la Chine. Bonjour, je m'appelle Code Fall. Je suis élève au lycée Mixte Maurice Delafosse en classe de terminale L2. Ma question porte sur la guerre froide et je voudrais savoir quelles sont les raisons de la détente. Bonjour, je m'appelle Abdul Aziz Diallo. Bon, je suis élève en classe de terminale. Ma question concerne sur l'évolution du Cuba avec l'avènement
de Fidel Castro au pouvoir de 1959 à 1962. Bonjour, je m'appelle Aminata Tabalingay. Je suis élève au lycée mixte Maurice Delafosse en classe de terminale. J'ai une question à poser concernant l'Algérie. Pouvez-vous nous expliquer en général le contexte historique durant la guerre d'Algérie? Bonjour, je m'appelle Aminata Ndong. Je suis à la classe de TL2. Ma question se rapporte sur l'Asie-Pacifique, précisément sur la Chine. Comment la Chine est devenue émergente au point qu'aujourd'hui, on parle de première puissance mondiale devant les États-Unis. Bonjour, cher professeur, chers camarades. Je m'appelle Yaye Absa Diallo. Je suis élève au lycée mixte Maurice Delafosse en classe de terminale L2. Ma question concerne l'Union européenne, plus particulièrement le Brexit. Parce que nous voyons que ces temps-ci, le Brexit est en actualité sur la chaîne de télévision française. Je veux juste savoir ce qui pousse le Royaume-Uni à vouloir sortir de l'Union européenne, puisqu'il constitue une poids dans cette dernière et que son départ pourrait causer de nombreuses conséquences négatives. Merci. Bonjour, je me nomme Amadou Sambagay. Je suis élève en classe de terminale au lycée mixte Maurice Delafosse. Ma question porte sur l'étude économique de la France. Je voudrais savoir qu'est-ce qui explique les performances économiques de la France. Les performances économiques de la France. Réfugiés dans l'île de Formose pour créer ce qu'on appelle une république démocratique de Taïwan, reconnue par les États-Unis et ses alliés, tandis que la Chine, Mao, va proclamer la naissance de la République populaire de Chine, qui sera ce qu'on appelle communiste. De cette date, les États-Unis vont aider Taïwan dans la formation militaire. Ils auront une aviation moderne, une artillerie lourde, des soldats de métier, reconnaissance diplomatique. Taïwan sera ce qu'on appelle membre de l'ONU. Alors la Chine n'est pas reconnue, la Chine populaire n'est pas reconnue. Ironie du sort, la Chine va travailler de sorte que la Chine populaire deviendra une grande puissance économique, commence à émerger. De cette émergence, les États-Unis se rapprochent de la Chine populaire. Ce qui fait qu'en 1971, précisément, Taïwan va perdre sa place au sein de l'ONU, Conseil de sécurité, et ce sera la Chine populaire qui va rentrer, qui aura ce qu'on appelle le droit de veto, l'arme nucléaire, et sera ce qu'on appelle un membre permanent du Conseil de sécurité. Ça veut dire quoi? L'adage que disait au départ, les États n'ont pas mais seulement des intérêts. Ça veut dire que la Chine est devenue une puissance sur laquelle les États-Unis également voulaient et pouvaient également tirer profit. Et ce rapprochement commença à partir des années 60, 71, et par conséquent, la Chine, jusqu'à présent, la Chine populaire, ne reconnaît pas Taïwan comme étant un pays indépendant, mais comme une province chinoise. Seulement, vous savez, la décolonisation, comment elle s'est faite, les grandes puissances, n'est-ce pas, se sont mêlées dedans, et par conséquent, nous voyons ce qu'on appelle les conséquences. Donc, dans cette logique, on peut comprendre véritablement les raisons de rapprochement de la Chine populaire et des États-Unis via cette guerre, dans la guerre froide. Et souvenez-vous, au début des années 70, l'ouverture qui permettra aux États-Unis, au président américain, cette époque Nixon, d'effectuer une visite également officielle en Chine. Ah oui, à Pékin. La diplomatie triangulaire, à partir des années 60, 73, 70, donc 1973, janvier 73, on nécessite également ce qu'on appelle la diplomatie triangulaire. Et là, nous avons un rapprochement entre les États-Unis et l'URSS. Dans cette même logique, cela me permet de rebondir dans la question de Mademoiselle Fall, toujours dans la guerre froide, parce qu'elle demande les raisons de la détente. C'est ça. Alors, regardez, la détente, ça nous renvoie un peu à la coexistence pacifique. Une partie de détente, ça veut dire de dégel des rapports Est-Ouest. À partir des années 1956, on avait vu ce qu'on appelle la coexistence pacifique et les limites de la coexistence pacifique. Cette période sera également caractérisée juste avec une petite transition vers les années 70, avec une période qu'on appelle la détente. Détente entre les États-Unis et l'URSS. Mais cette détente, si elle a existé, c'est parce qu'à un certain moment, je l'avais si bien dit au départ, les deux superpuissances étaient fatiguées.
Ils étaient fatigués de s'engager dans la guerre. La guerre coûte extrêmement cher. Ah oui, ce sont des milliards. La guerre, ce n'est pas seulement les finances, il y a les logistiques, il y a également les moyens humains, et qu'à cette époque-là, les deux superpuissances étaient fatiguées, essoufflées. Mieux, les États-Unis connaissaient à cette époque des années 70 un recul de leur diplomatie. Un recul diplomatique alors que l'URSS connaissait un rayonnement diplomatique lié à leur intervention au Cambodge. Oui, lié également à la décolonisation en Angola, MPNLA, mais aussi avec le soutien de l'ANC. Dans cette logique, les États-Unis connaissaient ce qu'on appelle un recul diplomatique, lié aussi à leur affaire, à ce qu'on appelle l'Afghanistan, parce que l'Afghanistan, souvenez-vous, la question de l'Afghanistan, avec ce qu'on appelle les soviétiques qui vont véritablement envahir l'Afghanistan. Les États-Unis reprennent le soutien en appelant ce qu'on appelle au Moudjahidine. Et c'est là où Ben Laden sera ce qu'on appelle un personnage atypique. Parce que Ben Laden n'est rien d'autre qu'une création américaine, parce que ce sont les Américains qui donneront ce qu'on appelle le contrôle de Ben Laden avec ce qu'on appelle les Moudjahidines. Vous voyez, la défaite, à cette époque aussi, les États-Unis vont connaître ce qu'on appelle un problème budgétaire. Ah oui, déficit budgétaire. Et c'est ce déficit budgétaire va entraîner ce qu'on appelle 6 sommets américano-soviétiques. Ah, ça va. Kër gi de Cine takku foofu. URSS nekk amul problème, mun nañu waxtaan. Ma xool nu mu lay jàppale. Donc ça veut dire jàmm ngi am. Détente arrive à cette époque-là. Parce que 6 sommets américano-soviétiques, ça veut dire 6 sommets internationaux où vous avez l'URSS et les États-Unis côte à côte pour parler des problèmes budgétaires, problèmes militaires, pour arriver à un règlement définitif du conflit qui va également connaître quelques aussi avatars. Et là, on parle de ce qu'on appelle les raisons de la détente. Mais les raisons de la détente également, dans le cas de l'URSS, vous savez que la détente, autant il y a les raisons de la détente, autant il y a également ce qu'on appelle les limites de la détente. Parce que même si ce rapprochement arrive, il y aura également des éléments qui vont perturber ce rapprochement entre les États-Unis et l'URSS. Par exemple, quand je prends le camp soviétique, on aura beaucoup de pays de l'Europe de l'Est qui vont contester également la domination soviétique et vont demander ce qu'on appelle leur indépendance. Il y a un problème. L'ost politique, vous vous souvenez, n'est-ce pas, avec l'Allemagne. Donc, une nouvelle diplomatie s'ouvre vers l'Est. Donc, vous voyez, autant d'éléments qui permettent le rapprochement, mais aussi qui vont, n'est-ce pas, nuire quelque part. Alors, l'évolution du Cuba de Fidel Castro de 1958 à 1962. Le Cuba, donc ça nous renvoie le Cuba dans la guerre froide. Parce que cette crise de la guerre froide, 1962, c'est une crise extrêmement importante. Parce qu'elle a failli entraîner l'éclatement d'une 3e guerre mondiale, guerre nucléaire. Fidel Castro, qui arrive à la tête du pouvoir par une révolution, aidé par son ami Che Guevara aussi, va renverser le pouvoir pro-américain de Batista. Et à partir de ce moment, il va se rapprocher de l'URSS, applique la politique soviétique. Et la position de Cuba par rapport aux États-Unis est une politique du point de la géostratégie extrêmement importante. Eh bien, les soviétiques vont dire, pourquoi pas? Et c'est dans cette logique maintenant que les soviétiques vont, avec ce qu'on appelle l'onction suprême du guide de la révolution, Fidel Castro, permettre ce qu'on appelle le transfert de missiles à partir de la baie de Cochon, et lesquels missiles seront véritablement orientés vers les États-Unis. Ce qu'il ne faut pas oublier, au moment où il y avait ce qu'on appelle cette crise qui est en gestation, les États-Unis déjà en Turquie, parce que ça on l'oublie dans la guerre froide, déjà en Turquie les États-Unis avaient une position géostratégique qui les permettait d'être en face avec l'URSS, et ils avaient déjà mis là-bas ce qu'on appelle des missiles en face l'URSS. C'est ce qui fait que la Turquie était à cette époque le seul pays du Moyen-Orient qui était dans le camp capitaliste. Alors qu'est-ce qui va se passer? La crise, les Américains, à travers le CIA, vont découvrir ces trafics et ces transactions et vont découvrir que les missiles sont déjà installés.
blocus à partir, à partir de la baie de Cochon par les Américains, hop, l'éclatement de cette crise. Heureusement, cette crise trouvera un dénouement, une issue heureuse, lorsque les deux présidents vont se rencontrer, les présidents américains vont se rencontrer. Et c'est à Vienne que sera ce qu'on appelle la rencontre des deux présidents pour trouver une issue heureuse. Les États-Unis s'engagent maintenant à démanteler leurs missiles qui se trouvent déjà en Turquie, tandis que l'URSS également acceptera de rapatrier ces missiles installés déjà en Cuba. Donc cette période de 58-62, voici véritablement les éléments qui nous permettent de comprendre la politique de l'évolution de la politique de Fidel Castro, n'est-ce pas, en Cuba. Rapidement, comment la Chine est devenue aujourd'hui un pays émergent pour devenir le premier pays exportateur, mais aussi le première puissance, et en face de devenir première puissance devant les États-Unis. Alors, il ne faut pas aussi faire, il ne faut pas faire cette erreur-là. La Chine n'est pas encore la première puissance économique. La première puissance, ce sont les États-Unis. La Chine, c'est la deuxième puissance économique. La différence, elle est fondamentale. Parce que les États-Unis, c'est une puissance globale. Puissance militaire, diplomatique, politique, économique, etc. Tandis que la Chine est véritablement une puissance économique. Elle ne l'est pas du point de vue militaire. Elle ne l'est pas du point de vue diplomatique. Même si aujourd'hui, on parle de la route de choix et la ceinture de choix qui permettra à la Chine de s'orienter pour devenir la première puissance économique mondiale. La Chine est émergente. C'est normal parce que c'est un long processus qui part des pères de la Révolution, donc de Mao jusqu'à Deng Xiaoping, passant également en revue à partir de la politique de Jiang Zemin jusqu'à Xi Jinping aujourd'hui. Donc ça veut dire que c'est un long processus qui a été mis en place par ce qu'on appelle les différents présidents chinois. Partant de ce qu'on appelle la révolution culturelle, jusqu'à ce qu'on appelle l'ouverture de la Chine avec Deng Xiaoping, le socialisme de marché de Deng Xiaoping, n'est-ce pas, la modernisation, comme on l'a si bien, les 4 modernisations, et puis, n'est-ce pas, cette politique édictée par Jiang Zemin, jusqu'à Xi Jinping. Ce qui fait que la Chine, puissance démographique, la Chine a ce qu'on appelle assez de ressources agricoles, minières, énergétiques, qui permet à la Chine aujourd'hui d'être autonome du point de vue énergétique. Regarde, toutes les puissances économiques que nous avons étudiées jusqu'ici, elles ont tout ce qu'on appelle un problème de dépendance énergétique, excepté la Chine. Ah oui, la Chine, c'est un modèle socialiste axé sur ce qu'on appelle l'interventionnisme de l'État. L'État devient régulateur. L'État devient, comment on appelle, arbitre. L'État également organise le secteur économique avec le Kairet Sung, les Zeibat Sung. Donc, un ensemble de programmes mis sur pied par l'État pour permettre l'émergence économique de la Chine. Et mieux, la Chine est devenue aujourd'hui un pays émergent. Mais la logique de la Chine, ce n'est pas de rester un pays émergent, c'est d'être la première puissance économique. C'est là où cette politique de la Chine liée à ce qu'on appelle la ceinture de choix et la route de choix, et elle est très importante. De quoi s'agit-il quand on parle de la ceinture de choix et de la route de choix? En fait, c'est simple. Les Chinois ont compris que les États-Unis, aujourd'hui, pour les contrecarrer et arriver à aujourd'hui à être la première puissance économique, c'est d'avoir une présence planétaire, une présence partout dans le monde, mais aussi d'investir de sorte que dans les différents pays qui acceptent aujourd'hui la politique chinoise, d'avoir ce qu'on appelle des alliés de taille en cas de l'éclatement d'une crise majeure. C'est dans cette logique qu'ils ont concocté un programme ferroviaire allant de la Chine, passant, n'est-ce pas, jusqu'à l'Europe de l'Est, avec les différents pays que vous avez ici, les pays de l'Est, tels que Finlande, Pologne, Grèce, Pays-Bas. Non, Pays-Bas, c'est à l'intérieur. Pour véritablement avoir une présence en Europe, mais aussi en Afrique. En Afrique, à partir de l'Afrique de l'Est. Voyez-vous aujourd'hui l'Afrique de l'Est, Kenya, l'Éthiopie, ce sont de grands pays émergents qui sont en phase d'être émergents. Et de cet émergent, vous voyez la mainmise de la Chine avec la construction de barrages, de routes, d'infrastructures
pour permettre l'acheminement de ces ressources, d'avoir une mainmise de ces ressources. Dans le cas des BRICS, avec toujours la route de choix et la chaîne de choix, dans le cas des BRICS, les Chinois avaient proposé ce qu'on appelle la mise sur pied d'une banque pour les pays, les grands pays émergents, les puissances émergentes. Les États-Unis en ont mis leur veto. Mais la Chine a réussi à travers ce qu'on appelle le G20 à décrocher 16 pays du G20 qui acceptent aujourd'hui d'investir dans ce qu'on appelle la Banque asiatique d'investissement pour ce qu'on appelle le financement des infrastructures. Donc vous comprendrez aujourd'hui la logique chinoise, c'est d'avoir ce qu'on appelle une présence planétaire, mais aussi d'avoir une mainmise sur les ressources et de contrecarrer ce qu'on appelle la présence américaine pour devenir la première puissance économique mondiale qu'ils ne sont pas. Et je fais une petite, comment on appelle, un trait d'union pour donner la parole à mon collègue. Pour le Brexit, les raisons du Brexit. Brexit, c'est un mot anglais qui veut dire la sortie de qui ou bien de quoi? La sortie du Royaume-Uni, n'est-ce pas, de l'Union européenne. Mais cette sortie ne se fait pas si aisément, parce que c'est un long processus. On parle de Brexit, le divorce est annoncé, mais le divorce n'est pas encore consommé, parce qu'il y a un long chemin. Il y a des sanctions, mais aussi il y a des négociations à faire, surtout pour rester ou bien avoir une présence sur le marché européen, mais aussi lié à ce qu'on appelle les contrats avec l'enseignement supérieur, la mobilité des enseignants, chercheurs, ce qu'on appelle la formation des étudiants. Surtout l'article 50 de l'Union européenne qui prévoit la sortie de l'Union européenne avec des sanctions élevées à 60 milliards d'euros que le Royaume-Uni doit payer pour sortir. En fait, maintenant, qu'est-ce qui est à l'origine? Regardez, qu'est-ce qui se passe en Europe? Il y a un problème de stabilité financière. Il y a un problème lié à la croissance économique. Il y a le problème lié à l'endettement. Il y a la crise migratoire. Il y a le problème du terrorisme. Autant de raisons aujourd'hui qui poussent aujourd'hui le Royaume-Uni à revoir sa position dans l'Europe et ainsi à prendre son destin en main pour aller dans le sens du Brexit. Et c'est dans cette logique, parce que le pacte de stabilité financière en Europe stipule que les pays de la zone euro ne devraient pas avoir un déficit supérieur ou égal à 3% de leur PIB. Une fois que ce déficit est supérieur à 3% de leur PIB, qu'est-ce qui se passe? C'est la crise financière. Et c'est ce qui fait que depuis la crise des subprimes, qui par effet de contagion a touché l'Union européenne, l'Europe oscille toujours dans cette crise financière. Et cette crise, avec ce corollaire de méfaits, fait qu'aujourd'hui, des pays tels que l'Irlande, la France, la Grèce, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, ces pays toujours ont des problèmes avec ce qu'on appelle la stabilité financière. Mais le Royaume-Uni prend dès à présent ce qu'on appelle les devants pour essayer de sauver ce qui peut être sauvé. Et c'est dans ce contexte particulier qu'on parle de Brexit. C'est bon? Les performances économiques de la France, vous savez que la France est une grande puissance économique. Elle est la deuxième puissance économique de l'Europe derrière l'Allemagne, mais la 6e mondiale. Je vois souvent dans des copies 5e, c'est vrai. Mais il est important aussi d'être à jour. La France est aujourd'hui 5e mondiale. Pourquoi? Parce qu'elle est classée derrière le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni vient en 5e position. La France maintenant vient en 6e position comme puissance mondiale. Ces performances économiques, c'est sur le plan agricole. C'est l'organisation de l'État. L'État, en France, l'État demeure le premier employeur, le premier producteur, le premier investisseur. Et que l'État détient ce qu'on appelle des parts importantes dans les secteurs clés de l'économie. France Télécom, par exemple, le secteur du transport, vous voyez, le secteur du tourisme, l'armée, vous voyez. Donc la France, l'État joue un rôle extrêmement important dans ce modèle économique qui est le modèle capitaliste. Ce qui fait que la France également bénéficie des investissements directs étrangers extrêmement importants qui, en 2014, était estimé à plus de 15 milliards d'euros. C'est important. La France apparaît comme le premier pays producteur, donc premier pays agricole, dans toute l'Union européenne.
Et ça, c'est extrêmement important. La France comme premier pays producteur de betterave à sucre dans le monde. Deuxième dans la production de lait. Troisième dans la production de viande. Sans parler de ce qu'on appelle les constructions navales, aéroportières, etc. Parce que la France a réussi dans ce domaine-là. Mais aussi la multiplication de ces secteurs industriels. Donc, ce qui fait que la destination française, elle est très prise. C'est la première destination touristique au monde avec ses musées et ses choses. Donc, voici des éléments aujourd'hui qui permettent de jauger ce qu'on appelle les performances économiques de la France. Voilà. Merci ce que j'avais à dire et je m'en vais directement transmettre la parole à mon collègue. Donc voilà, je vais apporter quelques compléments parce que l'essentiel a été dit. Bon, pour les raisons de la détente, il faut ajouter évidemment la crise de Cuba. Parce qu'évidemment, les deux sont liés. On peut dire que la détente commence en 1963. Parce qu'il y a eu la crise de Cuba. Avec la crise de Cuba, le monde est au bord d'une troisième guerre mondiale et une guerre nucléaire. Parce qu'à Cuba, ce sont les deux grands qui sont directement face à face. Pour beaucoup de crises, c'était des interventions indirectes. En Corée, c'est une intervention indirecte des Américains. Ailleurs, c'est des interventions indirectes. Mais pour la crise de Cuba, c'est des missiles soviétiques qui sont face aux plus grandes villes américaines. Et l'armée américaine menace d'intervenir militairement, non seulement si l'Amérique est attaquée, mais si un allié de l'Amérique est attaqué. Au moment où le monde est suffisamment armé, nucléairement, si une guerre éclate, il n'y aura pas de vainqueur, il n'y aura que des vaincus. Ce que les Américains ont appelé Mutual Assured Destruction. C'est cette crise de Cuba, heureusement, qui s'est terminée dans la négociation, qui entraîne une plus grande prise de conscience et cette peur mutuelle qui est là, qui pousse les deux grands à aller vers une détente. D'ailleurs, en 1963, on met en place la ligne directe téléphonique qui va relier le Kremlin et la Maison-Blanche, pour qu'en cas de conflit, que les deux présidents puissent se parler directement. Donc, pour comprendre véritablement le contexte de la détente, il faut forcément parler de la crise des fusées de Cuba. Voilà un élément que je voulais apporter dans ce sens. Alors, pour le contexte international de la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie, elle éclate en 1954, avec le Toussaint, le 1er novembre 1954. La défaite à Dien Bien Phu a encouragé les nationalistes algériens à véritablement débuter la guerre. Et elle débute avec des attentats un peu partout dans le territoire algérien, donc organisés par le FLN, contre des intérêts français. Alors, au début, on peut dire que les Français n'ont considéré même pas, ils parlaient des événements d'Algérie. L'Algérie étant considérée comme un DOM, un département d'outre-mer. Pour les Français, c'est juste une opération de police qui va régler la question d'Algérie. Parce que l'Algérie est un département comme n'importe quel département français. Quand quelque chose se passe à Kédougou, ce n'est pas les militaires qui vont intervenir, ça peut être les policiers et les gendarmes. Parce que les gendarmes sont un peu à cheval. Mais ce n'est pas l'armée qui intervient à l'intérieur du territoire. Donc l'Algérie étant considérée comme un morceau de la France, comme un territoire de la France, c'est la police qui doit intervenir. Les Français parlent d'événements d'Algérie. Et même après la colonisation, les Français n'utilisent pas, ou bien très peu utilisent le terme de guerre d'Algérie. Parce que pour eux, ce n'est pas une guerre. C'est des bandits à l'intérieur de la France qui veulent créer le désordre. Donc, durant les premières années, c'est vraiment un conflit de décolonisation. Mais
la question d'Algérie va devenir une question internationale lorsque, d'abord, les pays voisins ont soutenu activement les combattants du FLN. La Tunisie, le Maroc, c'est vraiment les pays voisins. Après, l'Égypte va intervenir. À ce moment-là, au moment où la Tunisie et le Maroc soutiennent activement, abritent des bases du FLN, qui vont sortir du territoire, qui vont s'entraîner, qui vont se reposer et qui vont faire des attentats, qui vont attaquer les intérêts français en Algérie et puis se replient. Parce que les pays voisins sont toujours extrêmement importants dans un conflit. Nous connaissons ça en Casamance. Si nous n'avons pas de bonnes relations avec la Gambie, avec la Guinée-Bissau, il est extrêmement difficile pour l'armée française, l'armée sénégalaise, je veux dire, de régler la question de la Casamance. C'est exactement le cas en Algérie. Donc à ce moment-là, la question commence à être internationale, la question d'Algérie. Le soutien de Nasser est encore plus important. Même le premier gouvernement algérien est mis en place au Caire avec les Ben Bella. À ce moment, évidemment, la question devient internationale. Il y a évidemment la pression de l'ONU dans la question d'Algérie, parce que l'ONU reste cette organisation internationale qui a comme principe de base le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Les deux grandes puissances, les superpuissances, évidemment, les combattants du FLN sont d'obédience socialiste, donc soutenus par l'URSS. Des combattants cubains vont même intervenir en Algérie, comme ils l'ont fait dans beaucoup de pays africains. Dans beaucoup de pays africains. Il y a évidemment la pression aussi des États-Unis, parce que les États-Unis sont ouvertement anticolonialistes. Ne vont pas soutenir les Français, mais plutôt vont faire la pression sur la France pour qu'elle règle la question algérienne. Il y a le soutien aussi de la Chine. Donc à ce moment-là, la question est vraiment, la question d'Algérie, la guerre d'Algérie est devenue une affaire internationale. Et ça a beaucoup gêné les Français. C'est une des raisons qui pousse De Gaulle, lorsqu'il revient au pouvoir en 1958, de proposer d'abord des réformes, scolarisation universelle, beaucoup de logements pour les Algériens, 10% dans la fonction publique. Mais évidemment, les combattants du FLN se sentant assez forts et en position de force ont rejeté toutes ces réformes. La guerre d'Algérie coûte au moins 1 milliard de francs à la France tous les jours, sans compter les Français qui sont tués, les combattants qui sont tués. De Gaulle va vers l'autodétermination, qui est difficilement acceptée par une partie des Français et surtout par les pieds noirs. Par les pieds noirs. Et c'est dans ce contexte que les généraux qui dirigent l'armée secrète française, qui est anti-indépendance de l'Algérie, les généraux comme Salan, comme Massu, comme Jouot, qui vont essayer de tuer De Gaulle. Donc, au risque de sa vie, De Gaulle est allé vers la négociation, vers l'autodétermination, qui va aboutir aux accords, aux négociations et aux accords d'Évian, qui donnent l'indépendance en 1962. D'accord? Donc, la question elle est extrêmement importante, parce que c'est l'internationalisation de la guerre d'Algérie qui va accélérer le processus et qui va finalement donner l'indépendance de l'Algérie. Voilà. Autre élément que je peux ajouter par rapport à comment la Chine est devenue émergente, beaucoup d'éléments ont été donnés. La Chine, évidemment, bon, d'abord, c'est un pays continent, c'est un pays extrêmement vaste. Déjà, ça, c'est un élément essentiel. La Chine, c'est la première puissance démographique du monde. Donc, un nombre extrêmement important de consommateurs qui attirent forcément des investisseurs étrangers.
et à la faveur des réformes à partir de 1978, l'ouverture de la Chine, évidemment, les investisseurs se sont rués sur la Chine. Beaucoup d'investissements étrangers sont arrivés en Chine et cet élément-là a accéléré la croissance. On ne peut pas parler d'émergence sans parler de croissance. C'est dans ce contexte que la Chine a pu, durant des décennies, les années 80 et les années 90, à mettre en place ou bien à réussir une croissance à 2 chiffres, plus de 10%. C'est le premier indicateur d'émergence. Donc nous, Sénégalais, si nous voulons véritablement arriver à l'émergence, il faut dépasser les 6,5%. Il faut qu'on arrive à 10% de croissance, pas une seule année, mais durant plusieurs années. 10%, 11%, 12%, durant 10 ans, si on arrive à faire ça, nous serons véritablement émergents. N'est-ce pas? Comment? Ok. Donc, juste quelques éléments pour la France. Il faut aussi parler pour la France du tourisme. La France, la question c'est les performances de la France. Évidemment, comment dire, l'agriculture, c'est un pilier de l'économie française. L'industrie, c'est un pilier de l'économie française. Mais il y a aussi le tourisme. Le tourisme, c'est un pilier parce qu'en termes de nombre de touristes accueillis dans le monde, la France est première. En nombre évidemment, il y a aussi, la France est une puissance nucléaire. La France est leader dans la mise en place des centrales nucléaires. La technologie nucléaire, les Français sont parmi les meilleurs dans le monde. Bon, on peut parler de l'aéronautique, de l'automobile, tous ces éléments-là. Mais il y a aussi, la France a la chance d'avoir des territoires d'outre-mer un peu partout dans le monde. Jusqu'à ce matin. On ne parle plus de la colonisation, mais de la réalité d'aujourd'hui. Il y a des territoires africains qui sont des territoires français. Il y a des territoires qui se trouvent en Asie, dans le Pacifique, qui sont des territoires français. Il y a dans les Antilles, les Guyanes. La France est un pays frontalier du Brésil. Ça, il faut le savoir. Quand vous allez en Nouvelle-Calédonie, quand vous allez dans les Comores, et même en Amérique du Nord. Alors, cette présence territoriale de la France un peu partout dans le monde renforce aussi la puissance française dans le monde, la présence française dans le monde, mais aussi les ressources naturelles. La France est une grande puissance maritime. Non seulement la côte occidentale de la France, mais tous ces territoires-là que je viens de citer, qui sont des zones côtières, c'est des parties de la France, où la France peut mener une pêche industrielle extrêmement importante. Donc sur tous ces points, on peut identifier des indicateurs de la puissance française dans le monde. Voilà quelques éléments que je voulais apporter par rapport aux réponses de M. Diallo pour aborder la question de la méthodologie. Oui, donc voilà, on est presque au terme. Il reste juste sur les questions liées. Non, c'est ça. Oui, donc nous sommes au terme de l'émission. Il ne reste pas beaucoup de temps. Nous allons peut-être aborder la question liée aux exercices littéraires, le commentaire littéraire, la dissertation, le commentaire historique ou le commentaire, voilà. Donc, s'il y a des questions à ce niveau-là, on va peut-être donner la parole et ensuite, les collègues vont donner les dernières recommandations à ce niveau-là. Je voudrais savoir comment réussir une bonne portée historique. Concernant le commentaire historique, quand on a par exemple 2 ou 3 textes à commenter, comment faire la contextualisation? Je voudrais savoir, si on nous demande de faire le contexte historique, on doit se baser sur la date de publication du texte ou bien sur les faits évoqués dans le texte pour faire le contexte historique. Je me nomme Arfan Thior, élève du lycée Mixte Maurice de la Fosse.
Je voudrais savoir les fondements du processus de la décolonisation au Sénégal. Quelle est la différence entre le contexte historique et la portée historique? Comment s'engager pour faire une bonne dissertation? Bien, pour gagner du temps, je vais répondre à la question de Amadou, portée historique. En même temps, je réponds à une question qui s'intéresse sur la différence qu'il y a entre contexte historique et portée historique. Et contexte. Portée et contexte, c'est ça? Voilà. Alors, la portée historique. La portée historique d'un texte s'intéresse aux conséquences du texte. Je peux le dire comme ça, aux conséquences du texte. Ou bien aux effets entraînés par le texte. Je peux donner un exemple concret. L'appel du 18 juin du général de Gaulle, lorsqu'en 1940, les Allemands envahissent la France, le président français de l'époque, Pétain, accepte de collaborer avec l'occupant allemand. De Gaulle se réfugie en Angleterre. À partir des ondes de la BBC, il fait un appel au peuple français pour leur dire: nous avons perdu la bataille, mais nous n'avons pas perdu la guerre. Il faut résister. Ce texte-là a mobilisé une partie du peuple français. Pas seulement du peuple français, a mobilisé pratiquement toute l'Afrique. Parce que les tirailleurs qui vont s'engagent auprès de la France résistante de Gaulle. Des Asiatiques vont s'engager, des Indochinois, et vont résister à l'occupation allemande. Ce texte-là, si on vous demandait à commenter ce texte de l'appel du 18 juin, on vous demande la portée historique de ce texte, vous donnez ces éléments-là. Que cet appel a eu un effet sur le peuple et que les gens se sont soulevés à partir de cet appel-là. Ça, c'est une portée historique. Ça, c'est une portée historique. C'est un peu la différence avec l'intérêt historique d'un texte. Un texte peut avoir un intérêt historique sans avoir une portée historique. Parce que l'intérêt historique, c'est juste en quoi le texte enrichit vos connaissances sur une période donnée, sur des faits évoqués. Ça, c'est un intérêt. Tout texte a un intérêt historique. Mais ce n'est pas tous les textes qui ont une portée historique. Rarement, vous avez un texte qui a une portée historique. Est-ce que je me fais comprendre? Le contexte historique, c'est autre chose. Le contexte, je lis le texte, j'identifie les faits qui sont évoqués dans le texte. Ces faits-là, je ne les utilise pas pour faire mon contexte historique. Ces faits, je les utilise pour faire un résumé du texte. Le résumé du texte, c'est pas le contexte du texte. Les faits du texte me guident pour que je puisse trouver d'autres faits qui ne sont pas dans le texte, mais qui se sont déroulés au même moment que les faits du texte, ou bien juste avant les faits du texte. Ce sont ces faits que je vais utiliser pour faire mon contexte historique. Ces faits ne se trouvent pas dans le texte, mais c'est des faits qui se déroulent au même moment que les faits du texte, ou bien se sont déroulés juste avant les faits du texte. Ce sont ces faits que j'utilise pour faire mon contexte. Ces faits, je vais les trouver dans mes cahiers, dans des documentaires que j'ai vus. Bon, si je trouve 2, 3 faits, c'est déjà bien. Évidemment, qui sont en rapport avec les faits du texte. Évidemment, qui mettent à éclairer les faits du texte. Parce qu'en réalité, c'est co-texte. Contexte, c'est co-texte. Coopération, coopération. Vous coopérez ensemble. Coexistence, vous existez ensemble. Co-texte, c'est des faits qui sont en dehors du texte, mais qui se déroulent au même moment que les faits du texte, ou bien juste avant les faits du texte. Donc voilà ce qu'on appelle contexte historique, à différencier avec portée historique. Alors, contexte, est-ce que j'utilise les dates, les faits, ou bien la date de publication du texte,
ou bien les faits qui sont dans le texte. Les deux sont possibles. Tout dépend du texte, du sujet. Tout dépend. La date de publication peut coïncider avec les faits qui sont dans le texte. C'est possible. C'est possible. Par exemple, on vous donne la déclaration de Ho Chi Minh le 2 septembre 1945, qui parle de la décolonisation de l'Indochine. La date de publication, cette déclaration, elle est faite à Hanoï le 2 septembre 1945. Ça coïncide avec les faits. Là, je peux utiliser et la date de publication et les faits qui sont évoqués dans le texte. Mais parfois, moi, je peux être un historien. En 2017, j'écris un texte sur les événements de 1962 au Sénégal. En 1962, je n'étais pas né, je ne vivais pas. Mais j'écris un texte sur les événements de 1962 au Sénégal. On vous demande de faire un contexte de ce texte-là. Vous n'utilisez pas la date de 2017 pour faire le contexte. Vous allez utiliser les faits qui sont dans le texte, qui sont de 60, 61, 62. Mais parfois, vous pouvez utiliser la date de publication, même si la date de publication vient après des siècles. Je vous donne un exemple. Lat Dior est mort en 1886. En 1986, 100 ans, 100e anniversaire de la mort de Lat Dior, un historien sénégalais écrit un texte. Par exemple, Iba Der Thiam écrit un texte sur la mort de Lat Dior. Lat Dior qui est considéré un peu comme héros national. Il écrit un texte en 1986. On vous donne ce texte-là, on vous demande de faire le contexte. Je peux utiliser les faits de la fin du 19e, 1886, mais je peux utiliser aussi la date de 1986. Parce que, coïncident avec le centenaire de la mort de Lat Dior, pour un peu renforcer le peuple sénégalais, pour mettre en place une nation, aller vers le développement, il est considéré comme un héros national. J'utilise 1980, parce que le contexte de 1986, c'est un contexte qui est intéressant. On célèbre quelque chose de grand. Donc je peux utiliser et la date de 1986 et les événements de 1886. Donc tout dépend de la consigne de travail. La consigne. Et généralement, les types d'épreuves qu'on vous donne actuellement, surtout en commentaire de texte, parce que actuellement on donne des commentaires dirigés. On ne vous demande pas seulement de dégager un contexte, mais on vous dit en évoquant tel fait, en précisant tel fait, en revenant sur tel fait. Il faut respecter cette consigne-là. Il faut respecter les verbes d'action qui se trouvent dans la consigne. Ce qui vous entraîne généralement dans des dérapages fait que vous ne prenez pas le temps de bien lire la consigne. Donc voilà quelques éléments que je voulais apporter. Puisque le temps nous est compté actuellement, je vais laisser M. Diallo répondre aux autres questions et compléter ce qui a été déjà dit. Merci beaucoup, camarade Thiam. Bon, je pense qu'il a déjà répondu une bonne partie des questions liées aux commentaires historiques, portée historique, contexte historique. Là, une petite brèche. Contexte historique, ça renvoie à la situation du texte. Situer le texte. Maintenant, pour faire le contexte historique, on a deux façons de le faire. Partant du général au particulier, ou bien énumérer un ensemble de faits sur le plan politique, économique, social qui ont vu naître le texte. Parce que celui qui écrit le texte, il y a toujours quelque chose qui a guidé la personne à écrire le texte. Donc là, vous comprenez le sens aisément. Et la portée historique maintenant, il a si bien dit, la portée historique, ça vous renvoie là, l'élève doit se poser quel est l'impact du document, ou bien les faits relatés par le texte par rapport à mes connaissances. En se posant cette question, facilement on fait la portée.
la portée historique. Parce que c'est à partir de cet exercice que l'on peut véritablement comprendre si c'est un élève qui utilise ses méninges ou bien si c'est un élève qui bouffe tout et par conséquent qui amène tout. C'est là l'esprit critique, véritablement. Vous voyez, les élèves ont du mal à faire la portée historique. Parce que le plus souvent, vous allez avaler les connaissances sans comprendre. Alors que la portée historique, c'est là où on verra véritablement si l'élève a l'esprit critique. Est-ce que le document a un impact par rapport à ça? Donc, par rapport aux dates, là c'est bien, il a dit le contexte historique par rapport à un document, pas à 2, 3 textes, non, non. Par exemple, baccalauréat 2013, on vous a donné un texte où il y a 3 éléments qui sont différents et faire le contexte historique. Ça parlait de la décolonisation, ça parle un peu de la mondialisation, ça renvoie également à la dernière question, c'est lié à la civilisation. Dans un texte pareil, comment faire le contexte historique? Alors là, il faut être intelligent. Vous voyez, parfois, on vous donne des questions qui sont très faciles, mais qui vous paraissent très difficiles parce que vous ne prenez pas le temps de décortiquer le texte. Regardez, il suffit seulement de relier les différents faits, de les relier. De les relier pour en faire la situation. Parce que le texte nous parle un peu, parce qu'il y avait 3 paragraphes. Une des paragraphes qui parlait de la décolonisation, une autre qui parle de la mondialisation, et la dernière parlait de ce qu'on appelle la civilisation de façon globale. Donc, qu'est-ce que je fais, moi qui suis élève dans ce cas-là? Je vais faire le contexte en reliant les 3 faits évoqués dans ce même texte. Et les élèves, ils ont fui. Ils ont fui pourquoi? Parce que pour nous, ils n'ont jamais rencontré un texte pareil. Et puis, on avait dit également résumer le texte au quart de sa longueur. Ils disent jamais. Parce que nous, on a appris à faire le résumé en français. Mais en histoire géo, non, non, non. Ils ont fui. Alors, c'était la question, ou bien le sujet le plus facile de cette époque-là. Alors, résumer ici, dans ce cas, ça veut dire résumer le texte en fonction des lignes. Et on a accepté si l'élève fait le résumé en fonction des mots. Donc, comprenez ainsi. D'accord? Et là, je termine parce que tout a été dit. Comment s'engager pour une bonne dissertation? Une bonne dissertation requiert une parfaite compréhension du sujet. Ouais. Il faut comprendre le sujet. Il ne suffit pas de voir le camarade, il a commencé à écrire, moi je vais écrire. Non, non, non. Tu peux écrire en 1 heure de temps, faire une très bonne dissertation, alors tu as gagné au moins 1 heure de temps. Mais il suffit d'abord de comprendre le sujet. Comprendre le sujet, il ne suffit pas de lire non. Il faut faire le link entre la compréhension, donc laisse votre cervelle, le cœur, et murmurer en bas pour essayer de se poser des questions. De quoi me parle-t-on dans ce sujet? D'autant plus qu'aujourd'hui, avec le bac IMOA, ce sont des sujets où la consigne elle est très importante. Le plus important dans les sujets que vous avez maintenant, le baccalauréat, c'est la consigne. Parce que dans la consigne, on vous dit par exemple, le sujet, la guerre froide de 1947 à 1953, consigne. Après avoir évoqué le contexte de l'éclatement de la guerre froide, analyser ce qu'on appelle les origines de cette guerre. La consigne est importante. La consigne, c'est tout. Ça veut dire même le plan est donné à partir de la consigne. Donc, il faut lire et comprendre le sujet. Et surtout, prenez le temps, n'est-ce pas, de réfléchir. Et il ne faut pas aller vite en besogne dans les sujets. Je préfère en 2 heures de temps faire mes 2 sujets, histoire et géographie, qu'en 3 heures de temps où vite, je fais les va-vite, et puis à la dernière minute, je me rends compte que j'ai fait des erreurs. Personnellement, à l'université, pour faire une dissertation, je prenais 30 à 1 heure de temps pour le faire. Et après, c'est facile. Je termine l'introduction, je fais automatiquement la conclusion. Parce que je sais, à partir de l'introduction, les différentes parties qui seront développées. C'est bon? Merci beaucoup, chers camarades. Voilà, mes chers collègues, vraiment, ça a été très laborieux. C'est un travail de titan qui a été réalisé. Il n'est pas évident, en tout cas, de résumer tout un programme d'histoire et de géographie en moins de 2 heures. Justement, nous avons réussi donc un exploit, une prouesse. C'est parce que donc, les professeurs ont été très pédagogiques dans la démarche. Et justement, nous sommes arrivés donc à éclairer plus ou moins quelques inquiétudes des élèves liées à des leçons très précises. En tout cas, nous sommes vraiment très honorés parce que tout simplement, les 2 collègues
M. Thiam et M. Diallo, très volontaires, très engagés, nous ont permis un peu d'être édifiés sur des questions les plus essentielles liées à l'épreuve de l'histoire et à l'épreuve de la géographie au bac. Donc, nous sommes vraiment très honorés. Et chers élèves également, vous avez été très actifs, très coopérants, vraiment très dynamiques dans les questions et les interventions. Et ça nous donne davantage d'assurance pour les professeurs qui sont déjà rassurés que les élèves sont assez outillés pour affronter les épreuves donc, du bac 2017 concernant en tout cas les deux matières, l'histoire et la géographie. Nous sommes d'autant plus rassurés que justement ce que nous avions souhaité, c'est vous qui avez maîtrisé la parole, qui l'avez dominée. Vous avez donné en tout cas davantage de questions et même parfois certaines questions, nous savons que l'élève est déjà assez édifié sur les réponses et par conséquent, il a voulu poser cette question pour permettre aux autres élèves du monde et du Sénégal surtout donc de comprendre justement l'essentiel parce que, comme vous l'aviez tout à l'heure dit avant le démarrage de l'émission, vous êtes aujourd'hui donc la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche, comme pour reprendre un peu le terme de Aimé Césaire. Voilà, on ne peut pas ne pas faire un peu de littérature parce qu'un peu c'est lié. Justement, mesdames et messieurs, c'était tout donc pour votre émission Révision et nous vous donnons rendez-vous également dans quelques jours pour un autre numéro. D'ici là, passez une bonne chute de programme sur la chaîne des valeurs. Merci beaucoup. Merci également, surtout chers élèves. Voilà. Merci mon cher. Non, merci. Ouais. Courage et bonne chance. Ouais.